pour clore cette belle matinée, Florence Gautier. Alors un mot parce que Florence Gautier fait un travail universitaire depuis longtemps. Je rappelle, c'est pas seulement personnel, qu'elle fut ma professeure quand je suis arrivé à Paris 7 Jussieu. Et la première fois que j'ai entendu parler justement de la Révolution dans les colonies, du combat des libres de couleur, c'était, ça ne nous rajeunit pas, en 1992, dans les cours de Florence Gautier. Donc je voulais quand même te rendre aussi ça, parce que tu étais parmi d'autres. Aujourd'hui, pour aller à l'essentiel, l'intitulé du thème, c'est le combat entre une république du peuple souverain contre une aristocratie des riches. Le fil conducteur, me semble-t-il, de cette matinée, évidemment, nos amis invités ont essayé de résumer le propos, mais c'est de bien expliquer qu'il y a des phénomènes que je vais qualifier de révolution dans la révolution. La journée du 10 août en est un moment fort, et puis évidemment aussi le processus finalement qui amène à ce que l'esclavage soit aboli est un phénomène aussi qu'on peut qualifier de révolution dans la révolution, qui est dû à une activité populaire qui continue, qu'on pourrait résumer de manière politique, qu'il ne suffit pas de proclamer des droits formels, encore faut-il qu'ils aient une application concrète, et qu'il ne suffit pas de promettre au peuple l'égalité et dire que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, encore faut-il que dans la pratique et par des outils concrets, tout cela puisse exister. En gros, ce qu'avait résumé le grand Robespierre, vous avez aboli l'aristocratie, prenez garde à ne pas le remplacer par une aristocratie encore plus terrible, l'aristocratie des riches, notamment dans ce débat, ce grand discours contre le marc d'argent qui était la somme qu'il fallait verser pour pouvoir seulement devenir citoyen et payer. Bref, je crois que la parole va être à Florence Gautier de nous rappeler comment ce combat pour la République est un combat à tout moment entre une souveraineté populaire due à une activité précisément populaire et la recherche d'une souveraineté réelle contre une aristocratie des riches qui, si elle se voit momentanément prendre le pouvoir pour ce qui est de l'aristocratie et de la noblesse, bien entendu, se bat pour maintenir ses privilèges. Et ça, c'est la tension permanente de la Révolution française. Chère Florence Gautier, à vous la parole. Merci. Je vais vous parler du peuple qui n'apparaît guère, malheureusement, parce que les historiens ne cherchent pas le peuple, hein, tout simplement. Moi, je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Et je vais vous en parler. Je vais vous parler des usages divers et contradictoires à l'époque de la Révolution française, 1789-1794. Mais je vais conclure sur la postérité de Thermidor de 1794, hein, bien sûr. Alors, donc, dans cette période, depuis 89 jusqu'à 94, qui est l'arrêt de la Convention montagnarde par Thermidor, deux conceptions de la République, en gros, parce qu'il y a des finesses, se sont affrontées. L'une populaire, démocratique et sociale se revendique d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'autre veut établir une aristocratie des riches sans déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sans la déclaration. Cette conception démocratique et sociale, fondée sur les droits humains, était pratiquée depuis le Moyen-Âge. Je n'ose pas le dire parce que c'est criminel quasiment de le dire. Et elle est pratiquée dans les communes rurales et urbaines ensuite, hein, bien sûr, dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Lorsque les historiens n'ont pas de sources écrites, hein, puisque l'histoire commence avec les sources écrites, on parle de cette façon-là. Alors, c'était une démocratie fondée sur la participation des habitants des deux sexes. Je n'ose pas le dire. Hein, je n'ose pas le dire parce que c'est un secret de l'histoire bien gardé. Hein. C'est quelle horreur. Les femmes votaient au Moyen-Âge. Mille pétards. Mais ce n'est pas possible. Et elles se réunissaient, les habitants des communautés villageoises se réunissaient en assemblée générale et pour prendre quoi? Des décisions politiques, économiques et sociales de leur commune de façon collective. C'est-à-dire que la démocratie est pratiquée dans les communes rurales et urbaines pendant un certain temps, parce que le roi va faire le ménage dans les communes urbaines, mais au XVIe siècle. Mais enfin, pour la paysannerie, c'est comme cela pendant la Révolution française. Également. Hein.
Alors, au Moyen-Âge, il existait aussi une institution, les États généraux, qui étaient en réalité un partage de l'exercice de la souveraineté du royaume entre le roi et son peuple. Et oui, c'est important comme tout, évidemment, qui se réunissaient en cas de grandes décisions à prendre, soit la guerre, soit la paix, soit autre chose importante. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est le peuple qui fournit les soldats et qui fournit l'argent pour acheter les armes, hein, bien sûr. Alors on notera que ce droit du peuple à décider du montant des impôts, nous l'avons perdu. Chut, faut pas le dire. Le système électoral des députés aux États généraux, j'insiste, parce que c'est la culture politique populaire médiévale, était celui du commis de confiance, le commis de confiance. L'Assemblée générale des habitants des deux sexes, l'Assemblée générale communale, choisissait son député, ou ses députés, ou son défenseur, ou son avocat, en cas de procès, et le chargeait d'un mandat précis qu'il devait défendre. Le commis de confiance ou mandataire, ça s'appelait comme cela, et ce vocabulaire a été perdu, mandataire, mandat, mandant, hein, tout ceci nous est perdu. Et donc le mandataire est responsable et révocable devant son électorat. Révocable, vous entendez, et responsable. Et s'il trahit son mandat, il est tout simplement révoqué et remplacé par son électorat. On notera que ce système électoral du commis de confiance, responsable devant ses électeurs, nous l'avons perdu. La Révolution de 1789. Alors depuis 1614, je rappelle rapidement, la monarchie n'avait plus convoqué les États généraux et fut qualifiée à juste titre par le peuple de despotique. Ils ont des idées précises, puisqu'elle refusait de partager la souveraineté avec son peuple. Mais en 1787, Louis XVI, qui vient d'arriver au pouvoir, quelques années avant, découvre, le pauvre jeune roi, qu'il y a une dette que ses prédécesseurs lui ont concoctée. Hein. Une dette, déjà. Ah, voilà. Voilà celle-là. Et il espère que les deux ordres privilégiés, le clergé et la noblesse, vont rembourser la dette. Mais le clergé et la noblesse, qui sont privilégiés, c'est-à-dire qui payent moins d'impôts que le tiers-État c'est le peuple, hein, refusent, et Louis XVI est contraint de convoquer les États généraux. Alors en 1789, c'est un rappel qui est quand même indispensable, la population rurale représentait 85% de la population. 85% de la population. Les communes urbaines, 10% et 5% pour le clergé, la noblesse et la couche supérieure du tiers-État qui était également privilégiée. Alors le mandat principal des États généraux, je le rappelle, exprimé par les cahiers de doléances, était de donner une constitution à la France fondée sur la souveraineté populaire, pratiquée depuis des siècles, si ce n'est un millénaire et demi. Mais à Versailles, le roi ouvre les États généraux le 1er mai et les jours suivants, mais ne veut parler que de la dette. Alors en juin, le tiers-État se réunit avec une partie du clergé, le bas clergé, et quelques nobles libéraux, comme on les appelle, et il se déclare Assemblée nationale constituante. Ce fut l'acte 1 de la Révolution. Le roi répond qu'il va arrêter ses députés rebelles et déclencher la répression générale. Mais en juillet 1789, le temps que la nouvelle se propage, de la menace royale, une jacquerie paysanne gigantesque qui frappe les historiens de la paysannerie, accompagne
a un programme très précis que les paysans commencent à mettre en application. Alors, pour commencer, les paysans prennent le pouvoir local, au cas où il y aurait des représentants du seigneur ou des intendants royaux, et ils créent des gardes communales armées, formées de citoyens locaux. Et bien évidemment, pour se protéger de quoi? De la répression, bien sûr. Les paysans se rendent ensuite chez leur seigneur et lui réclament ses titres de propriété et les brûlent dans la cour du château. Formidable. Ils expriment clairement leur programme. Ne plus payer de rente au seigneur. Et ils commencent la grève du paiement des rentes et des impôts. Tout de suite, là, dès juillet 89. Ils n'ont plus payé de dettes ni d'impôts pendant la période révolutionnaire. Cette immense jacquerie a entraîné les villes dans son sillage qui ont pris le pouvoir local et qui ont créé, elles aussi, des gardes communales armées pour se protéger, bien sûr, de la répression. Notons que cette grande peur, comme on l'a appelée à l'époque, même fut l'acte 2 de la Révolution, et ne fit ni mort ni blessé du côté seigneurial. Ni mort ni blessé. Bon, alors, cette question de la violence de la Révolution, c'est un mythe qui est soigneusement entretenu, mais enfin bon, je l'indique simplement. Et ce qui a été vérifié par le grand historien de la Grande Peur de 89, Georges Lefebvre, qui a écrit son livre en 1932 et qui montre que, par contre, la paysannerie a exercé une violence extraordinaire, inouïe, contre l'institution féodale. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Les paysans ont agi et attendent maintenant une législation favorable. Il leur fallut attendre 4 ans, en juillet 1793, pour qu'une réforme agraire soit votée, enfin. Et ils vont entretenir, ils ne vont pas rien faire pendant ce temps-là, ils vont entretenir des jacqueries permanentes pendant la période 1789, août 89, jusqu'à Thermidor. Ils vont poursuivre les jacqueries, la France se trouve en jacquerie permanente, avec 6 jacqueries successives, soit 2 en moyenne par an, ça fait beaucoup, et la victoire finale en juillet 1793. Ils vont s'arrêter. Donc, la jacquerie forme la toile de fond de la Révolution. Vous voyez, je vous parlais du peuple, eh bien le voilà, c'est la toile de fond de la Révolution. L'Assemblée constituante a juste le temps de rendre hommage au mouvement paysan et vote un principe la nuit du 4 août 89, je le cite, « L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal », qui résume clairement le programme paysan. Et ensuite, elle réussit à voter, à la fin du mois d'août, le 26 août 1789, une déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais ces votes ne seront pas respectés avant 2 révolutions successives, celle du 10 août 1792 et celle des 31 mai 2 juin 1793. L'article 1 de la Déclaration des droits, je le cite, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », a de quoi alimenter le rejet des colons esclavagistes. Bien, c'est évident, puisque ça empêche totalement l'esclavage. Et les propriétaires rentiers qui rejettent également la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors notons que dès août 1789, dès qu'elle est votée, la Déclaration des droits est devenue l'enjeu central de la Révolution française. Central. Alors, oui, enfin, je rappelle que l'article 3 de la Déclaration insiste sur la souveraineté populaire. Le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Voilà. Alors, les possédants comprennent à ce moment-là que
comprennent, pour agir, hein, ainsi qu'il leur fallait combattre le principe de la souveraineté populaire rétabli par les États généraux, avec le vote, le système électoral du comité de confiance. Hein. Et l'Assemblée va se diviser à ce moment-là en un côté droit qui refuse la déclaration des droits et un côté gauche qui veut réaliser la déclaration des droits. Et c'est ainsi que de septembre 1789 à septembre 1791, pendant 2 ans, hein, le côté droit parvient à faire voter une constitution par l'Assemblée nationale constituante qui exclut du droit de vote toutes les femmes, même riches, et tous les travailleurs manuels. Oh, c'est formidable. C'est donc une aristocratie des mâles riches, payant un certain niveau d'impôts, qui se forme avec le maintien de la monarchie. La lutte du côté gauche s'est renforcée durant cette période d'opposition, mais n'a pu obtenir la majorité à l'Assemblée, et la Constitution de 1791 est achevée en septembre et donne lieu à des élections qui élisent une nouvelle Assemblée qui porte le nom d'Assemblée législative et qui est une aristocratie des mâles riches. L'opposition populaire s'est elle aussi renforcée en poursuivant les jacqueries, puisqu'il n'y a toujours pas de réponse à leur demande, et va prendre la forme de la Révolution du 10 août 92, qui renverse la monarchie en France, proclame la République, convoque une nouvelle Assemblée constituante, la Convention, et rétablit le suffrage universel démocratique des deux sexes. Mais c'est un gouvernement brissottin-girondin qui obtient la majorité à la Convention, au début, et continue de ne pas répondre au mouvement populaire, et va faire plus en ne s'occupant pas davantage de la Constitution. En février 1793, ce gouvernement brissottin déclare la guerre de conquête et commence par la Rhénanie, Belgique et Hollande comprises. Alors le mouvement populaire démocratique organise la révolution des 31 mai 2 juin 1793, dont l'objet est la révocation des députés brissotins selon le système électoral démocratique du comité de confiance. Enfin, le Parti démocratique de la Montagne obtient la majorité à la Convention et dès le 24 juin 1793 vote enfin une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen et une constitution démocratique des deux sexes. Alors s'ouvre ainsi la période de la République démocratique et sociale montagnarde qui peut répondre enfin au mouvement démocratique en décidant d'une part le contrôle des prix des subsistances, parce que le capitalisme économiste faisait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire l'inflation, hein, la hausse des prix, des subsistances en plus. Et cette politique est appelée la politique du maximum, qui rééquilibre les prix, les salaires et les profits en augmentant les salaires, hein, et en tenant ce rééquilibrage de façon répétée. D'autre part, la montagne s'occupe enfin de la réforme agraire et selon le programme paysan, le partage des terres de la seigneurie est décidé. Les ci-devant seigneurs ne conservent que leurs domaines proches et les paysans obtiennent les terres qu'ils cultivaient libres de toute rente. C'est cela qu'ils voulaient dès juillet 1789. Les biens communaux usurpés par les seigneurs sont récupérés et leur administration est confiée aux communes seules. On notera ce fait remarquable, cette réforme agraire n'a jamais été défaite, même lors de la restauration de la monarchie des Bourbons en France en 1815. Louis XVIII répondait aux ultra-royalistes qui lui demandaient
de rétablir le système féodalo-seigneurial. Monsieur, voulez-vous rallumer la guerre civile en France? Et ces messieurs ont enfin compris que cela n'était plus possible. Il y a eu le 9 Thermidor, 27 juillet 1794, qui interrompt brutalement la Convention montagnarde, au moment où elle gagnait la guerre défensive, parce qu'elle était attaquée par toute l'Europe, avec la victoire de Fleurus le 26 juin 1794, qui mettait la paix à portée de la main. Et ce fut au moment de sa victoire que la montagne fut renversée par le 9 Thermidor. La Convention thermidorienne, maintenant, mit fin à la Première République démocratique et sociale et produisit une nouvelle constitution en 1795 qui rétablissait une forme d'aristocratie des riches par l'exclusion du droit de vote de toutes les femmes et des travailleurs manuels, et la suppression de la Déclaration des droits de l'homme. La France, pays des droits de l'homme, ne l'a été que de 1789, avec une interruption, et puis de 1793 à 1994. Voilà. Et cette forme d'aristocratie des riches se prolongea avec le consulat de Bonaparte, puis l'Empire de Napoléon, qui rétablit la monarchie. C'est Napoléon qui rétablit la monarchie avec l'Empire. Depuis le 9 Thermidor, la politique menée fut une guerre de conquête, comme le fit la Convention brissotine déjà, qui utilisait les chômeurs comme soldats et faisait payer la guerre sur les pays conquis, évidemment. Et cela dura 20 ans, jusqu'en 1815. Alors, conclusion. J'ai insisté sur le système électoral du comité de confiance pour vous présenter le système démocratique communal qui existait en France depuis des siècles. Ce système électoral avait déjà été combattu par la monarchie qui supprima les États généraux à différents moments, mais qui fut contrainte de les rétablir, comme je l'ai dit, en 1789. Et voilà le système électoral du comité de confiance qui renaît en 1789. Ceci dit, l'historiographie n'a guère porté son attention sur les différents systèmes électoraux, comme on peut l'apercevoir. Or, c'est du plus grand intérêt. C'est la clé de la démocratie sociale. Et c'est là que se révèlent les objectifs d'un exercice bien réel de souveraineté populaire contenant une vie communale fort active que nous avons perdue, bien sûr, ou par sa suppression et son remplacement par des formes diverses d'aristocratie qui se dissimulent derrière le mot de république démocratique pour entretenir l'idée fausse d'une souveraineté populaire. De plus, le système juridique de la Déclaration des droits exprimait, à l'époque de la Révolution, la devise de la République démocratique et sociale à l'époque de la montagne. Liberté de la personne, égalité en droit, fraternité universelle, en s'opposant à toute guerre de conquête, pour les défenseurs de ce programme, bien sûr, et en abolissant l'esclavage dans les colonies, dans toutes les colonies françaises le 4 février 1714, et en préparant l'indépendance des colonies. Notons que le système électoral du comité de confiance mandaté réapparut encore au XIXe siècle avec la Commune de Paris de 1871. Alors je termine avec le système électoral actuel qui se présente sous le principe suivant. Je cite, titre 1, article 2 de notre Constitution, « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». C'est pas beau, ça? Ouais. Article 3. La souveraineté, je cite, « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ». Ce sont donc les députés qui représentent le peuple souverain à l'Assemblée. Et le titre 4, article 27, précise « Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement
est personnel. On voit clairement que les auteurs de ce texte connaissent fort bien le système électoral du commis de confiance, mandaté par son électorat, et tiennent à l'écarter. Comme le mandat est interdit, les députés votent de façon personnelle, en leur nom, et non pas au nom de leur électorat, et cela en toute bonne foi, puisque c'est la loi. Et ces dernières années, on constate que le peuple dit souverain s'abstient de plus en plus de voter. Je vous remercie de votre attention.